Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de zone de rechargement beaucoup. On va faire des précisions sur l'épaule tête-épaule qu'on a mis en avant hier. On va regarder également tout ce qui est Bitcoin dominance actuellement, etc. Donc cette question, est-ce qu'on est en altcoin season ou pas? Je pense pas qu'on fera de données de distribution parce qu'on l'a fait hier. Donc voilà, un petit peu de news, un petit peu de fonda, et puis ensuite je pense qu'on ira voir une altcoin, c'est-à-dire aujourd'hui ce sera le VeChain. Donc voilà, on passe tout de suite en passage d'écran sans plus tarder. Tac, tac. Hop, hop. Donc précision sur l'épaule tête-épaule dont je vous ai parlé hier. Donc hier, je suis allé refaire un petit peu des recherches sur les épaules tête-épaule, comment elles doivent se former, quelle tête elles doivent avoir exactement pour être plus ou moins validées, etc. Et en fait, c'est très flou. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de guidelines sur les épaules tête-épaule. Mais on a un livre de François Baron qui nous donne un petit peu des précisions là-dessus. Livre d'ailleurs que si vous voulez comment dire, qui est disponible sur Amazon, etc. et qui est relativement complet, qui reprend beaucoup de choses du bouquin à la base de Bukowski, mais qui est relativement complet sur le chartisme, enfin en tout cas qui permet une première approche en français relativement complète. Donc l'idée d'une épaule tête-épaule, c'est que on doit pouvoir identifier 3 rallyes différents. En fait, c'est une sorte de triple top. C'est un triple top d'ailleurs, mais on doit pouvoir vraiment l'identifier comme un triple top. Donc ça, c'est relativement important parce qu'on doit identifier d'abord un premier rallye qui est initié un petit peu par les gros porteurs, on va dire les institutionnels. Un deuxième rallye qui lui est beaucoup plus porté par les petits porteurs, mais comment dire, avec des volumes plus faibles. Et puis un troisième rallye qui est un petit peu plus celui où on n'arrive pas, quoi, celui où il y a un momentum qui n'arrive pas à repousser le prix plus haut que le précédent. Donc voilà. À partir de là, la psychologie donc est importante, une baisse des volumes. C'est une figure qui a 93% de sorties baissières. L'objectif, ça je vous le dis souvent, est atteindre en 70% 70% du temps quand vous prenez de la hauteur de la tête à l'épaule gauche, au haut de l'épaule gauche, et 63% du temps quand vous prenez la totalité, c'est-à-dire de la tête à la ligne de cou comme objectif. Hein, voilà. Donc à partir de là, Bukowski par contre par rapport à Baron nous dit que c'est plutôt 50% du temps au niveau des objectifs et on a des chances de pullback de 68%. Ça occasionne une chute moyenne de 24% et vous voyez que là du coup si cette deuxième épaule tête-épaule était valide et qu'elle cassait, je vous ai mis ici les 24% avec une target de 31 000. Donc ça occasionne une chute moyenne de 24% et il y a 29% des épaules tête-épaule qui inversent la tendance, c'est-à-dire on partirait là en bear market et en général on met 2 mois pour toucher le plus bas de la figure, c'est-à-dire que là à partir de là on serait sur janvier, février, autour du 8 mars. On a donc quelles sont les guidelines? Et ça c'est ce que je vous ai mis en jaune. À quel moment on peut considérer qu'une épaule tête-épaule est relativement belle et comment on la calcule? Tout simplement, il faut qu'il y ait une temporalité à peu près égale entre épaule, tête et épaule. Donc ça veut dire au niveau de la durée. Un rapport de 1,5 entre 1,5 et 2 entre la hauteur des épaules et la hauteur de la tête. Moins de 10% de pente. Alors bon, moi je considère que c'est 10% sur le prix, hein, puisque si c'est 10% sur la pente, on peut pas vraiment, voilà. Donc pour moi c'est sur le prix entre les deux aisselles. Et puis la ligne de cou qui doit toucher absolument les deux aisselles. Donc les deux aisselles, donc c'est en fait comme ça qu'on est censé placer une ligne de cou pour une épaule tête-épaule. C'est en fait d'une aisselle à l'autre aisselle et à partir de là on fait pas vraiment comment dire attention à ce qui se passe entre les deux. Voilà. Donc pas nécessairement de bougie pleine en daily, etc. Ça j'ai bien vérifié dans les deux bouquins. Donc voilà ce que ça dit. Et là, on voit qu'en fait, effectivement, l'épaule tête-épaule qui est arrivée avant la correction de cet été-là, elle a un rapport entre la tête et les épaules. Elle a une temporalité déjà qui est pas du tout respectée. En fait, elle est vraiment pas belle, qui est pas du tout respectée entre les aisselles et on va dire le buste.
Et puis, entre les épaules et le buste, on a vraiment une temporalité qui est pas du tout respectée. Et on a un rapport de 2,73 ici. Donc, ça serait on va dire une épaule tête-épaule qui, pour Baron, n'est pas très jolie. Ici, quand on regarde un petit peu la temporalité entre les trois, bon, on a effectivement une épaule gauche qui est plus longue que l'épaule droite. On a un buste qui fait à peu près la taille des deux épaules réunies. Donc, ça, c'est pas très beau. Néanmoins, c'est pas des guidelines, hein, c'est un petit peu juste des conseils pour identifier les figures, et on a un rapport qui est de plus de 2 entre la tête et les épaules, donc ça c'est pas très beau non plus. Donc hier, vous rappelez que j'ai fait une vidéo là-dessus, et je vous disais, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans cette épaule, tête épaule, je la trouve pas très belle. Donc effectivement, bon ben voilà, c'est pour ça que je voulais faire des précisions là-dessus, puisque j'en ai parlé hier, mais je trouvais que j'avais pas suffisamment étayé mes propos. Voilà. Maintenant, après, on va regarder un petit peu aussi tout ce qui est zone de rechargement et puis horizon d'investissement. Voilà, c'est ça. En gros, quelles sont les zones de rechargement en fonction des horizons d'investissement. Donc, vous vous rappelez que moi, j'utilise toujours, hein, comme beaucoup de monde, les Fibonacci pour placer mes zones de rechargement, bien entendu. Si on était sur une zone de rechargement à très long terme, on prendrait ici le prix depuis mars, qui est, on va dire, le dernier plus bas. Et puis, on pourrait, à partir de là, placer une zone de rechargement ici. Donc là, je vous enlève aussi les objectifs des ETE. Une zone de rechargement ici, qui serait une zone de rechargement à très long terme, c'est-à-dire un horizon à peu près 2 ans. Donc ça serait pour les very long term holders, des gens qui sont prêts à investir là, mais à garder aussi leur Bitcoin pendant 2 ans, de manière à reprendre à partir de là à nouveau du bénéfice. Donc ça, c'est la zone de rechargement institutionnelle à très long terme, d'accord? Donc pour vous dire les prix, elle se trouve entre les 28 000 et les 17 000. Là, ici, on a des institutionnels qui vont recharger à très long terme. On a ensuite une autre zone de rechargement qui est bien sûr à plus court terme, qui va être entre le plus bas de cet été et le top, le dernier ATH. Et ici, bien évidemment, on est entre les 41 000 et les 37 000, et c'est juste pour vous dire qu'on est en plein dedans. Donc pour les long-term holders, on est en plein dans la zone de rechargement institutionnel, c'est-à-dire des gens qui vont éventuellement se dire je vais garder mes jetons pendant plus de 6 mois, puisque ce dip-là était il y a 6 mois. Donc un horizon temporel de 6 mois donnerait un investissement institutionnel massif à ce stade-là, bien évidemment. Je dis pas 6 mois, je dis 6 mois parce que c'est ce qui s'est passé pour construire cette figure. Donc bien évidemment, l'horizon temporel qu'on peut se donner correspond à cette figure-là. Donc ça, c'était toutes les deux des zones de rechargement d'achat. Maintenant, on va voir les zones de rechargement de vente, donc institutionnelles toujours. Et ben c'est pareil, hein, les 0,618 mais dans l'autre sens. Vous mettez votre Fibonacci dans l'autre sens, bien entendu, ça c'est important. Alors moi, mon Fibonacci, il est en reverse, hein, donc c'est vrai, c'est possible que moi je le mets toujours à l'envers, c'est une habitude, voilà. Mais bon, peut-être que vous aurez à le tracer dans l'autre sens. Dans tous les cas, le 0 doit être au début et le 100 doit être dans le sens de la figure, bien entendu. Donc entre les 0,618 et les 0,786, on a une target entre 57 000 et 62 000 $. Pour les gens qui sont dans un horizon de vente, et ici, il va y avoir une grosse prise de profit, bien évidemment, entre les 57 et les 62. Donc c'est possible que si on marque un énorme rebond, on bloque un petit peu sur cette zone et que, ou même voir le prix s'arrête et on s'arrête à un rebond technique. Voilà. Ensuite, on a une zone de rechargement à bien plus court terme. En fait, vous prenez à chaque fois en fonction des derniers mouvements, hein, c'est-à-dire que selon les horizons temporels, voilà. Vous prenez le dernier mouvement et vous tracez ici voilà, la zone de rechargement en fonction, et vous réfléchissez en fonction d'un horizon temporel. C'est pour ça que quand je vous montre des altes, souvent je mets plusieurs zones de rechargement où je regarde la zone de rechargement à très long terme. Et donc ici, on a entre le 0,618 et le 0,790 une zone de vente qui risque de bloquer le prix si on a trouvé le dip ici. Hein. Attention, peut-être que cette baisse n'est pas finie. Mais si on a trouvé le dip ici, on a une zone d'horizon temporel de vente qui risque de bloquer le prix sur un horizon temporel de 10 jours. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Donc il y a aussi bien entendu toutes ces notions de premier arrêt. Alors le premier arrêt, qu'est-ce que c'est en réalité? Le premier arrêt, c'est simplement est-ce qu'on est toujours dans la tendance à court terme ou pas? C'est-à-dire que le premier arrêt, donc le 0,382, nous dit à court terme, on est toujours dans une tendance, cette tendance est toujours marquée, etc. Donc en fait, une baisse de 38,2% depuis la dernière hausse nous indique, là par exemple ici, le 0,382 a été cassé
en zone d'horizon 6 mois, il a été cassé. Je cherche le stylo, voilà. Il a été cassé ici. Vous voyez d'ailleurs qu'on a marqué un arrêt, hein, et c'est normal. Vous voyez que ici, sur cette bougie-là, peut-être zoomer un petit peu, mais ici, on a marqué un arrêt dessus pour le tester. Et puis là, on l'a traversé. D'accord? Donc ça, c'était sur la zone temporelle d'horizon 6 mois, c'est-à-dire depuis cette tendance-là, en fait, qu'on a pris en Fibonacci pour mettre le 0,382. Et puis ensuite, on a le 0, donc c'est un 0,382, bien entendu, dans l'autre sens, à la baisse, hein, puisqu'on veut vérifier que la tendance est toujours haussière. Donc il faut mettre votre Fibonacci, là, pour le coup, dans l'autre sens. Et puis ensuite, le 0,382 de la TH au mois de mars. J'ai vérifié, ouais, 10 minutes, bon, ok. Le 0,382 ici se trouve ici. Donc là, on vient à peine, là, ici, de le transpercer. On l'avait déjà transpercé une première fois. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, attention, on est entre la zone à très long terme du 0,382 et du 0,50. Et à court terme, on va dire à moyen terme, on est par contre ici en zone de rechargement. Donc ça, c'est très bon. Ça veut dire qu'on va avoir des institutionnels qui, ici, ils ont un horizon d'investissement de 6 mois, 1 an, ce qui est en général souvent les horizons d'investissement des institutionnels, puisqu'il faut qu'ils clôturent les bilans, etc. Donc ils peuvent pas... Enfin, à moins que ça soit vraiment des fonds d'investissement autour du Bitcoin, etc. En général, on essaye de prendre des profits dans l'année. Voilà. Donc c'est tout pour l'histoire des zones de rechargement, etc. Je pensais que c'était sympa de faire un petit point là-dessus aussi. Donc on a fait un point sur les épaules tête-épaule, on a fait un point sur les zones de rechargement. Maintenant on va rapidement aller voir le sentiment sur Bitcoin. On va d'abord faire un petit peu de fondamental. Donc aujourd'hui dans le Wall Street Journal, sincèrement on n'a que des choses sur Omicron, très peu de choses sur la bourse, et c'est normal puisqu'elle est fermée. Donc on va quand même aller voir la courbe d'Omicron. Vous voyez qu'effectivement ça part en parabole littéralement aux États-Unis. Vous voyez qu'effectivement, par contre, le nombre de cas et de morts est complètement en train de stagner. Donc, par rapport à la vague précédente où on avait beaucoup moins de malades, mais beaucoup plus de morts, ici, on a beaucoup plus de malades, mais beaucoup moins de morts. Donc ça, c'est plutôt bon au niveau narration. Market Watch, rien de spécial non plus. Donc voilà, c'est pas la peine de traîner non plus trop sur sur le fondamental et les news. On va aller sur le carnet d'ordre. On voit qu'il y a toujours cette espèce de mur là d'achat en dessous. Donc un mur d'achat qui nous emmènerait éventuellement jusqu'au 38 000 $. Donc peut-être que ces gens veulent être fil, ils vont pousser le prix grâce à un tout petit peu de BTC vers le bas en faisant de la vente au spot de BTC. Bon là on voit que la tendance du week-end elle est quand même plutôt à la latéralisation. Enfin ce week-end, ce samedi, en ce début de samedi, voilà. On va d'abord aller voir les liquidations avant de faire ça. Liquidation, je vais les refresh parce qu'évidemment c'est pas prêt. Et voilà, on n'est pas prêt, bravo, Crypto Signal, c'est pas prêt, on n'a pas préparé la vidéo. On continue sur donc les options du coup. Le niveau d'option pour le 14 janvier a énormément augmenté. Hier, il était à 8000 et là, il vient de prendre 5000 bitcoins, donc il a quasiment doublé. Donc on va quand même venir le regarder cette semaine parce que hier, j'avais dit, 8000 bitcoins, c'est du pépitcha, etc. Et en fait, il y a un gros intérêt. Ça veut dire que les gens se hedge. Ça veut dire que aussi, à un moment donné, les options parfois servent à vous hedger, c'est-à-dire à mettre votre portefeuille en face d'un pari que vous faites, par exemple en levier, vous mettez une option, histoire que votre portefeuille soit, dans quel que soit le scénario, ni trop en perte, ou alors énormément en bénéfice, puisque vous pouvez ne pas exercer l'option aussi que vous avez acheté. J'expliquerai ça dans une vidéo beaucoup plus profondément, mais néanmoins, on a un max paying price qui est descendu du coup à 44 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu énormément d'achats de put, de gens qui pensent que le prix va baisser. D'ailleurs, on voit que par rapport à hier, si vous remettez la vidéo d'hier, vous verrez que ici on avait très peu de put, donc d'achats à la baisse. Donc ça veut dire que institutionnellement, il y a beaucoup de gens qui pensent que le BTC va baisser, ou alors inversement, qui prennent un scénario où BTC va monter, mais qui se hedge avec des options à la baisse, de manière à essayer que leur scénario, ils n'ont pas confiance dans leur scénario, mais ils jouent sur un BTC à la hausse. Alors, liquidation, voilà. On y arrive. Donc, du coup, liquidation, c'est à peu près, je pense, les mêmes niveaux qu'hier. On va regarder. Ouais, voilà, 29 milliards au-dessus. Vu que le prix latéralise, on n'a rien de bien méchant. Je vous rappelle que 29 milliards au-dessus, ça, c'est les positions qui ont été ouvertes depuis le départ. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a réellement 29 milliards au-dessus, puisqu'on ne sait pas quelles sont les positions qui se sont fermées. Ensuite, on continue sur l'order flow. On voit ici que on est en 5 minutes. Ici, l'order flow suit le prix, hein, donc ça veut dire ça marque une sorte d'indécision, ça. L'open interest suit le prix, quasiment
Oui, c'est ça. Quasiment, voilà, à la lettre. Donc ça marque une indécision. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque nous, effectivement, on veut que le marché soit indécis, on veut même que le marché capitule. Ici, au niveau des spreads, on n'est pas du tout en négatif encore. On a une baisse des spreads quand même, malgré ici, vous voyez, une hausse du prix. Là, on a quand même une hausse, pardon, j'ai dit le spread, le funding, pardon. Donc du coup, baisse du spread ici avec une baisse du prix. Donc ça suit relativement le prix aussi, ce qui marque tout à fait une indécision. Dès qu'on a un dip, on passe sur du short, donc du funding qui est négatif. Et puis là, on a des pics de funding, donc certainement, peut-être ici, là, sur ce niveau d'open interest qui augmente, de grosses positions en short qui se sont ouvertes. Et les spreads sont toujours négatifs, c'est-à-dire que il y a plus de demandes sur le spot que sur les dérivés. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on veut aussi, parce que une demande exagérée sur les dérivés, ne nous arrange pas. Elle alourdit le train. Et voilà. Ici, je pense qu'on va arrêter de regarder ces chiffres-là, parce que, à mon avis, ils sont un petit peu bizarre à chaque fois les chiffres de Binance. Néanmoins, hausse de l'open interest, bon ça on peut leur faire confiance sur l'open interest. Hausse de l'open interest en ce samedi. Ça veut dire plus de volume et de positions qui s'ouvrent en levier ce week-end. Des positions toujours à 57-42 avec une préférence pour le short. Et en fait, on est très stable ici sur ce type de position-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur le long-short ratio ici sur CoinGlass? Ça nous dit que on est plutôt en majorité en short à 62% contre 37%. Donc ça serait plutôt bon pour nous pour marquer un bottom. C'est vrai que c'est contre-intuitif, mais plus de short égale un potentiel bottom. Voilà, on a fini sur le sentiment sur BTC. On a fait le fondamental, le sentiment, et on peut peut-être faire un petit peu de technique ici. Si je devais, par exemple, donner mon opinion sur le technique, et ben pour moi, soit on profite de ce week-end, donc un moment où il n'y a pas énormément de monde sur le marché, et peut-être que ça se passera demain, juste avant l'ouverture, pour lancer l'ouverture demain soir, donc pour lancer un petit peu demain soir la session asiatique, donc la session de lundi en Asie et en Australie, etc. Peut-être que pour l'instant on latéralise tout ce samedi, on essaye de lancer une tendance haussière pour prendre un petit peu du short en fin d'après-midi demain. C'est souvent ce qui se passe en ce moment. Le week-end, on a souvent des hausses. Et puis ensuite, un petit dip lundi pour combler les gaps, etc. Ce genre de choses qui se sont fait entre-temps. Voilà, c'est mon avis pour le week-end. Néanmoins, on va pas atteindre des niveaux. Voilà, pour moi, ça risque de latéraliser quand même. Voilà, peut-être potentiellement, pourquoi pas, essayer de rejoindre un petit peu le dip avant cette bougie ou la hauteur de cette bougie-là. Vous voyez que tout de suite, le rallye qui a été automatique après cette espèce de petit double bottom ici, et puis ensuite celui-là. Donc ici, on a une structure de double bottom qui n'est pas confirmée, qui sera confirmée dès qu'on aura dépassé ici ce niveau, d'accord? Donc peut-être qu'on va simplement, voilà, ranger un petit peu là-dedans, entre les deux. On est en train, en tout cas, là, de poser les bornes d'un range, qui serait excellent, puisque je vous expliquais qu'en wake-off, voilà, on est censé ranger dans le bas un petit peu. Après ce deuxième test, on est censé ranger dans le bas pour décourager tout le monde un petit peu dans le temps, voilà, poser une capitulation. Sur les volumes, bah, vous savez où on en est. Si vous regardez les vidéos précédentes, vous savez qu'on est dans un creux de volume. Maintenant, on s'est installé dedans. Pour moi, si on faisait une mèche rapide et qu'on sortait, c'était pas mal. Mais maintenant, on s'est installé dedans. Donc, on risque d'y rester pendant un petit moment avant de, pour moi, repartir à la hausse. Pour moi, encore une fois, c'est mon avis. Rapport d'inflation qui sort le 12, donc dans 4 jours. Pleine lune, ça vous regarderez mes vidéos, je pense que je vais faire une vidéo dédiée sur cet indicateur. Pleine lune également autour du 17-18, donc ça peut être un catalyseur. Voilà. Donc on en est là. Bitcoin dominance, on va passer dessus rapidement, mais globalement elle est stable. Elle reste autour des 40%. Et la capitalisation, depuis hier, reprend un petit pourcent. Avec 0,52 pour la DeFi, donc la DeFi qui corrige un petit peu. Voilà, rien de... Donc vous voyez, ça c'est les chiffres que je regarde là ici sur le côté. Rien de bien méchant là-dessus. On en voit un petit peu sur le VeChain. Est-ce que c'est le moment d'investir sur VeChain ou pas? Donc, on a une charte qui fait ça. Alors, je l'ai pas vraiment préparé, donc on va le faire ensemble, mais on va essayer de le faire rapidement quand même, hein. Donc là, vous posez un rayon pour marquer la tendance. Pour moi, la tendance principale, elle est ici, voire on peut dire que même la tendance était là. Vous voyez, ça descend le long de cette droite sur cette tendance baissière.
Néanmoins, on va la mettre ici parce qu'il y a eu ce petit rebond quand même qui nous intéresse. On est donc effectivement de l'autre côté de la tendance. Si jamais on attend que la tendance se confirme totalement, etc., on aurait éventuellement une tendance à marquer comme ceci. Mais là, ça serait une vidéo pas du tout intéressante puisqu'elle s'arrêterait là. Euh, donc du coup, voilà, on va dire que la tendance, plus ou moins, on va accepter cette idée que la tendance est là. Là, vous voyez qu'on a eu un joli W, mais qui a été mis en échec. Ici, sur VeChain, on avait un gros signal d'investissement, là, d'accord? Mais il a été mis en échec et on a recassé malheureusement ce plus bas depuis que Bitcoin a baissé. Hein. Je pense que ça doit être voilà mi-novembre même. Il est comment dire, VeChain était en train de corriger, était en train de marquer une correction. Et puis, mais je pense que voilà, au 4 décembre, il a capitulé exactement comme Bitcoin. Et là, on voit qu'il nous offre une jolie latéralisation en bas. Donc pourquoi pas se dire que VeChain est un investissement sérieux. Est-ce qu'on a ici une structure de retournement? Bah non, pas encore. Vous voyez qu'en daily, on n'a pas marqué de W encore, on n'a pas passé un plus bas. Par contre, on a cette espèce de latéralisation que moi j'aime bien, qui veut dire qu'on essaye de trouver un stop sur le prix. Donc est-ce qu'on est en zone de rechargement ou pas? Ici, on va prendre un plus bas à peu près, hein, c'est pas grave, on va remettre par contre Clément. Hop. Est-ce qu'on est en zone de rechargement ou pas? La réponse est oui, complètement. On est même pile poil dedans. Donc à partir de là, ici, on prend le 0,618 et le 0,786 ici. Voilà. Et donc on est en zone de rechargement institutionnel à horizon 6 mois. C'est ça que je vous ai expliqué, pardon, dans la vidéo précédente. Donc voilà, on est en zone de rechargement d'achat. À partir de là, on va regarder un petit peu. Donc, on n'a pas, pour moi, on a la localisation 100%. On n'a pas la structure encore, mais on peut du coup mettre une alerte éventuellement à la cassure. Alors, on peut éventuellement se mettre en 4 heures là et commencer à regarder un petit peu quelles vont être les cassures, etc. Mais on va passer là-dessus. Je pense que maintenant vous savez le faire. Vous avez compris ce qu'est un W. À partir de là, on va regarder un petit peu tout ce qui est indicateur de momentum, etc. Qu'est-ce qu'on voit sur le momentum? Alors en daily, sincèrement, pas grand-chose. On a le RSI qui suit le prix. Ici, on avait une énorme divergence baissière, énorme. Euh, hop, là et là, d'accord. Donc elle a joué hein, pour moi. Peut-être que si on zoome un petit peu, on va d'abord effacer ça. Hop. Si on zoome un petit peu, on va voir des choses sous le prix ici. C'est compliqué cette histoire de stylo là. Je pense que je vais trouver un autre. Ouais, non, le prix descend pas là. Donc, bon, peut-être entre là. Non, même pas. Non, non, rien en délit. En tout cas, peut-être que si on passe en 4 heures, on a des choses plus intéressantes. On va regarder l'OBV maintenant et on voit qu'effectivement, l'argent rentre sur ce projet. On va vite fait parler du fondamental. Qu'est-ce que VeChain? En gros, c'est un projet de supply chain, c'est-à-dire que vous allez pouvoir biper vos produits, faire vos inventaires, envoyer à vos fournisseurs, donner aussi, lutter contre la contrefaçon. Donc en fait, grâce à l'Internet of Things, c'est-à-dire les objets qui sont connectés et qui sont sur Internet, donc principalement ici des tags, hein, par exemple les antivols. Si vous mettez un antivol sur un produit et que en même temps, on va dire que c'est un tag NFC, un tag donc un tag un petit peu comme votre Vigicode, et ben du coup, vous allez pouvoir le biper, vous allez pouvoir savoir exactement quel est le produit, vous allez pouvoir dire bah là il vient de telle chaîne de production et si le produit a un défaut, bah, par exemple ça vient de telle machine, etc. Voilà. C'est du supply chain. Donc bon oui, c'est très futur, très très futur. C'est pas nécessairement une tendance qu'on a en ce moment d'investir sur ces choses-là. Par contre, le cas d'usage, il est très impressionnant et effectivement, c'est quelque chose qui peut éventuellement très bien fonctionner. Donc on continue sur le fonda. Alors peut-être qu'avant de faire le fonda, on va faire les prises de profit. Donc désolé pour ceux que ça n'intéresse pas ici, VeChain, et ben du coup vous pouvez passer à autre chose. Par contre, si ça vous intéresse la méthode pour faire des prises de profit, si vous n'avez pas nécessairement comment dire vu comment on procède en général pour faire ça, et ben vous le voyez ici. Alors moi en l'occurrence là ce que je ferais c'est qu'éventuellement je mettrais deux Fibonacci puisqu'on a deux tendances, on a cette grande tendance ici et on a cette deuxième petite tendance ici. Donc Fibonacci de retracement selon la tendance. On prend ici le plus bas. Alors pour moi là, l'autre tendance s'est arrêtée là et celle-ci a commencé là. Donc voilà. On imagine que le plus bas a déjà été touché, hein, puisque vous savez que c'est actuellement notre scénario, enfin en tout cas le mien, où on n'en est pas loin du moins.
Et à partir de là, on met un rayon, enfin un rayon, non, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre une box si vous voulez, mais vous matérialisez la vente. Pour moi, sur la tendance la plus longue, la plus grande et la plus vieille. Donc ici au 100%, ici on a une confluence entre les 100 et les 200, donc ça c'est plutôt bon. Dès que vous avez des confluences, c'est plutôt un bon signe. Ici au 161,8, on n'a pas vraiment de confluence, donc bon ben on va quand même garder ce niveau des 161,8. On pourrait éventuellement le mettre entre les deux ici, vous voyez. Tiens, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour l'exemple. Ici 2.161,8 qui correspond au dernier objectif de la tendance la plus petite. Ici 3.61,8 et comme vous le savez, moi je mets le 4.236 aussi. Voilà. Certaines personnes mettent le 4.618 également. Pourquoi pas. Donc voilà, alors donc on a regardé là ici les niveaux de prise de profit et j'ai même pas regardé où est-ce qu'on avait mis le niveau principal. Le niveau principal, il est à 1,20$. On va aller voir si c'est réaliste en termes de market cap d'atteindre ce niveau-là. Vous savez que moi je pense qu'en cas de bull run, la market cap peut doubler, donc la market cap totale. Ici, avoir un VET à 0,41, vous le voyez, en market cap, lui ferait prendre la place de DOT. Donc, si on double la market cap, admettons, si on a un gros bull run là et qu'on double la market cap totale, VeChain devrait rentrer dans le top 10 pour être à 0,80. On va aller regarder rapidement juste quelle est son inflation à VeChain. Il est à 74% de dilution, donc c'est très bien, c'est un ratio. Il lui reste encore 25% de tokens à sortir, donc c'est plutôt pas mal. On revient sur la charte ici, tac. À partir de là, donc comme je vous disais, et ben pour atteindre, j'ai dit les 0,40, donc on est à peu près par ici. Ouais, c'est là, on est à peu près par ici. VeChain doit prendre la place de Polkadot, donc admettons, on va mettre ici, bon, je mets une alerte pour l'exemple, et à 0,80, donc à peu près ici. Il aurait à peu près atteint son grand max de max de max de max. Pour moi, la supply chain, donc le projet dans lequel est... je vais virer cette alerte-là, je sais même pas pourquoi je l'ai mise. Ça devait être une vieille alerte. Pour moi, VeChain, projet de supply chain, est vraiment un projet d'avenir. Néanmoins, je suis pas sûr que ça soit la thématique vraiment du moment. Je pense que quand ces trucs-là auront un cas d'usage vraiment important et que les entreprises vraiment les adopteront, ça peut être relativement génial de stocker sur la blockchain votre inventaire, toutes ces choses-là, etc. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on est capable de le faire avec une base de données. Enfin, je sais pas. Faites une base de données MySQL, etc. Est-ce que c'est la peine de stocker ça sur la blockchain? Peut-être pour un besoin de confidentialité et puis un besoin de rémunérer les choses par rapport à cette idée-là. Je sais pas trop. Je suis assez partagé. Je pense qu'effectivement c'est le futur. Je pense qu'effectivement les objets connectés sont le futur pour faire les inventaires, toutes ces choses-là, etc. Puisque bientôt tout ce qui est tag NFC va vraiment se développer à fond. Est-ce qu'on a besoin de la blockchain pour faire ça? Et c'est une question fondamentale qu'il faut quand même se poser, j'ai l'impression. Ou est-ce qu'on peut le faire avec une base de données? Je sais pas. Bon, enfin, bref. Donc, ces objectifs-là, ils dégagent en tout cas, puisque vous avez vu que pour moi, 0,80 est un objectif du grand max. Donc ici, ça nous donne un 2,618 en possibilité. Et comme je vous dis, c'est vraiment du grand max. Donc pour moi, j'aurais tendance à prendre 40%, 40% et 20% de mes profits ici. Qu'est-ce que ça nous donne ici en termes de possibilités? Ça nous donne quand même un x10 à l'objectif max et un x7 à l'objectif minimum, donc très bon investissement. Et ici à 0,32, on serait déjà sur un x4. 0,32 est typiquement vraiment quelque chose qui peut être atteint. Donc, moi, j'aurais presque tendance à dire, et c'est ce que je ferais éventuellement sur un projet comme ça, passer un trade où vous mettez votre stop en dessous de ce creux là, ici, là où il y a eu accumulation quand même. Vous savez qu'ici, tout a été accumulé. On a vu sur l'OBV que c'était quelque chose qui était vraiment complètement, comment dire, qu'est-ce que je... Oui, complètement... J'arrive pas à lire le ratio, là. On va faire comme ça. Donc un ratio de 5,28, c'est vraiment excellent. Alors peut-être que on serait un petit peu moins gourmand et qu'ici on irait chercher, pardon, excusez-moi, juste le 100% sur VET et on aurait déjà un ratio de 2,63. Éventuellement, on peut faire un trade en deux fois, c'est-à-dire moitié de prise de profit ici au 100%, et puis ensuite on monte jusqu'à la target numéro 1. Moi personnellement, si j'avais quelque chose à poser sur ce projet-là, parce que comme je vous ai dit, je sens pas le fondamental. Après, c'est à vous de sentir aussi les choses, hein. Il faut vraiment avoir votre stratégie. Mais moi, sur le fondamental, je le sens. Je pense que c'est un cas d'usage.
Néanmoins, je pense que c'est pas le moment. Bon, vous savez que VeChain a quand même eu une grosse hype, donc je me suis trompé d'ailleurs. Hein. Moi, il y a un moment où j'ai eu le choix d'investir sur VeChain bien en amont, et je me suis dit ah bah non, c'est pas forcément le moment d'investir sur ce truc-là. Donc voilà. On en est là, on en est là. Donc du coup voilà. Écoutez, je pense que c'est fini pour VeChain. J'ai fait un petit peu le tour. Les prises de profit, la market cap, le fonda, on peut regarder vite fait le sentiment éventuellement. Bon, c'est-à-dire est-ce que sur Lunar Crash, VeChain a plus ou moins la hype. Hop là, petit moment de doute. On a dit VeChain. Oui, complètement. Donc un bullish sentiment à 42, social dominance plus 11. Voilà, c'est relativement moyen, mais quand même, oui, on a un petit peu une petite hype dessus. On pourrait aller voir éventuellement les Google Trends. Ah ben je l'avais déjà fait, voilà. Et où là, on a quand même une tendance qui est plutôt à la baisse. Mais en fait, ça, bon, on va dire que la tendance sociale, c'est quand même, c'est pas forcément un signal d'achat parce que vous aurez que des gens qui vont, comment dire, il y aura une grosse tendance sociale quand le prix sera déjà haut, hein, voilà. Donc ça c'est quand même pour regarder s'il y a un début de quelque chose, pour sentir un peu les choses. Et ici vous voyez que par contre sur VeChain il y a énormément de, je suis bien sur VeChain, oui, il y a énormément de fonds d'investissement. Donc il y a de la smart money qui est là-dessus, vous voyez que c'est quand même en train d'être accumulé, etc. Donc ces gens-là de toute façon auront envie de trouver soit une porte de sortie, soit de pousser ce projet vers le haut. Là, je vous laisse aller voir sur Messari si vous voulez regarder vraiment au niveau fondamental qu'est-ce que VeChain. On voit qu'en smart contract, c'est quand même la 14e plateforme. Et c'est le numéro 35 des assets. Donc voilà. Écoutez, pour moi, en tout cas, on va dire que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez réussi à la regarder jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire ici le prénom de votre ex. Voilà, on va dire ça. Comme ça, je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin et ça me donnera du courage pour faire des vidéos. Celle-ci était un petit peu longue et j'en suis désolé. Néanmoins, on avait pas mal de choses à dire et vous voyez qu'on a fait le tour sur VeChain qui était quand même relativement intéressant de regarder en ce moment. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end à toutes et à tous et salut. Ciao.